Bonjour à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous avez passé un super bon week-end, mais malheureusement c'est lundi et c'est donc le retour au boulot. Si c'est la première fois que vous regardez Dev Café, c'est tout simplement une émission quotidienne autour de l'actualité du développement mobile et c'est publié tous les jours à 7h sur cette chaîne YouTube. Mais bon, après vous regardez ça quand vous voulez. À ce propos, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et maintenant que tout ce petit blabla d'introduction est fait, je vous propose de découvrir les actualités de ces derniers jours. On commence ces actualités en s'intéressant au Hacktoberfest qui va commencer ce soir à partir de 20h, donc surtout ne regardez pas le compteur qui est ici, c'est le moment où j'enregistre, mais c'est bien ce soir à partir de 20h, heure française. Ça commence donc ce soir et ça va jusqu'à la fin octobre, et pendant tout ce temps-là, vous êtes invité à participer, à contribuer à des projets open source. Pour cela, vous allez soit sur GitHub, soit sur GitLab et vous cherchez les repos qui ont le hashtag Hacktoberfest, et à ce moment-là, si vous faites 4 pull requests qui ont été mergés, dans ce cas-là, votre participation au Hacktoberfest sera bien validée. Juste pour bien comprendre les dates, à partir de ce soir, c'est le moment où vous pouvez commencer à vous inscrire. Par contre, les pull requests, elles ne pourront être validées et acceptées qu'à partir du 1er octobre. C'est pour ça que ça s'appelle Hacktoberfest, voilà, vous comprenez le truc. Si vous faites partie des 40 000 premiers, vous pourrez choisir entre deux lots. Donc soit planter un arbre, soit recevoir un t-shirt, c'est à votre guise. Le Hacktoberfest est d'ailleurs le sujet du sondage du jour, qui pour rappel se trouve dans la partie communauté de la chaîne, sinon c'est également dans un commentaire épinglé. Mais de quelle question s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, comptez-vous participer à ce fameux Hacktoberfest? Pour cela, vous avez plusieurs choix. Oui, tout à fait. Oui, si vous avez le temps. Non, vous n'aurez pas le temps, ou alors vous n'avez pas l'envie, ou alors non, carrément, ça ne vous intéresse pas. Comme d'habitude, les résultats, on les donnera demain, ici, dans Dev Café. On continue en s'intéressant cette fois à l'univers Google, et en particulier au Google Play, où désormais, il y a un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Alors, je vous le montre, il est juste ici, c'est Autres appareils, et moi je l'ai justement sur mon téléphone. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous pouvez normalement aller regarder sur votre téléphone, vous devriez l'avoir. Cet onglet, il apparaît autant dans la partie application que dans la partie jeu, et ça va vous permettre d'installer des applications autres que sur votre téléphone. Donc ça peut concerner soit une montre connectée, soit les télés, soit les voitures. Alors plus précisément, les télés, c'est si vous avez un Chromecast ou une Android télé. Pour ce qui est des montres, c'est forcément Wear OS. Et pour ce qui est des voitures, par contre, là, à mon avis, ça ne va pas concerner grand monde parmi vous, c'est Android Automotive, qu'on retrouve vraiment sur très peu de voitures aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que vous allez cliquer sur une application et ça va vous permettre de dire je veux l'installer et ça va se faire de manière asynchrone. Et la deuxième information connexe, c'est qu'à l'heure actuelle, quand vous allez cliquer sur téléchargement, ça vous affiche juste un petit message en disant veuillez revenir plus tard, c'est en train de se télécharger, mais vous n'avez pas vraiment de progression. Et il semblerait qu'à travers une mise à jour des Play Services, maintenant vous ayez la possibilité d'avoir une réelle progression plus qu'un message qui dit revenez plus tard, on n'en sait rien. Il pourrait y avoir cette information-là. En tout cas, moi, de mon côté, c'est pas encore déployé. C'est peut-être une question de jours, comme une question de semaines, on n'en sait rien, ou alors peut-être qu'il y aura jamais rien. Après avoir parlé de Google, on va maintenant s'intéresser à Apple, et comme vous le savez, en termes de UI UX, ils sont plutôt très bons, et typiquement, le Dynamic Island qui a été présenté il y a pas très longtemps, tout le monde a envie de les copier d'une certaine manière. Mais il se trouve que parfois ils ne sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air, et typiquement vous allez voir ici 4 exemples dans lesquels ça manque de discoverabilité. Alors je suis désolé, je ne sais pas traduire ce terme, mais c'est le fait de ne pas pouvoir le trouver de manière intuitive par soi-même. Donc ici vous avez un exemple avec la calculette, où lorsque vous allez écrire par exemple 1, 2, 3, 4, et vous faites un swipe, ça va supprimer le dernier caractère. Donc dans ce cas-là, ça va vous donner, comme vous le voyez en ce moment, 1, 2, 3, 1, 2, 1, voilà. Bon, ça c'est un peu difficile à trouver quand même. Le deuxième, c'est au niveau de la barre d'espace du clavier, et lorsque vous allez bouger, en fait, ça va vous faire déplacer au sein du champ texte. Alors moi, je la connaissais celle-là, mais parce qu'au moment de l'annonce, je l'avais vue, mais sinon, en effet, c'est un peu difficile à savoir. Le troisième, qui est à mon avis un peu plus connu, c'est si vous faites un swipe dans la barre d'adresse, vous allez tout simplement basculer d'un onglet à l'autre très facilement. Et enfin, le dernier, c'est un cas un peu particulier, mais moi, ça m'est déjà arrivé de l'avoir. Donc imaginons, vous avez un premier onglet, vous en ouvrez un deuxième, à ce moment-là, vous fermez le premier, et si sur le deuxième, vous faites un back, ça va vous réafficher le premier onglet. Donc c'est plutôt pratique en termes d'historique. Donc vous voyez ici qu'au travers de 4 exemples, ce sont certes 4 fonctionnalités qui sont très utiles, mais si on n'a pas le moyen de le trouver par soi-même, finalement personne ne va les utiliser. Donc finalement Apple, comme bien d'autres, ne sont pas toujours très bons élèves en la matière. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous en connaissiez certaines d'entre elles. Voilà, est-ce que vous connaissez les 4 ou alors aucune? N'hésitez pas à me le dire.
Allez, on prend une pause d'1 minute 30 pour s'intéresser aux actualités en bref. Adobe a racheté Figma 20 milliards de dollars il y a quelques jours, alors même que la société avait un produit équivalent, Adobe XD. Scott Belsky, le Chief Product Officer d'Adobe, a expliqué que ce rachat provenait de l'impossibilité d'acquérir de nouveaux utilisateurs sur XD. Il évoque ainsi plusieurs motifs, le fait qu'il s'agisse d'une application native uniquement, le manque de collaboration ou encore l'absence d'un mécanisme de plugin. Adobe XD a déjà été déprioritisé en interne et les utilisateurs sont priés de se tourner vers Figma désormais. Retour au développement où CircleCI vient d'émettre une alerte de sécurité car des emails de phishing essaient de récupérer des identifiants pour les connexions par GitHub. Si vous recevez un email indiquant que les conditions d'utilisation du service ont changé, faites très attention car rien de tel n'a eu lieu. Côté emploi, il y a quelques semaines, Snapchat a annoncé mettre à pied 20% de ses salariés. Business Insider en a contacté certains d'entre eux et nul besoin de s'apitoyer sur leur sort car certains ont reçu plus de 75 invitations de recrutement. Parmi les recruteurs, on retrouve TikTok, Amazon, Meta ou Google. Sur un tout autre sujet, un plugin pour les IDE de JetBrains a été dévoilé montrant qu'une IA était capable de résumer ce que faisait un bout de code. Plutôt bluffante, l'extension semble toutefois fonctionner uniquement sur le web. Et enfin, changeons radicalement de sujet car cette semaine va avoir lieu la Fashion Week à Paris. Le projet Google ATAP vise à connecter nos vêtements et dans un teasing mis en ligne avec la marque Cocher, une collaboration devrait être dévoilée demain, le 27 septembre. Espérons que ce ne soit pas aussi cher qu'avec le sac Saint-Laurent qui coûtait tout de même 800 €. On reprend malheureusement avec une mauvaise nouvelle et ça concerne Nvidia. Donc si vous ne l'avez pas suivi la semaine dernière, Nvidia a présenté ses nouvelles cartes graphiques et d'ailleurs ça coûte extrêmement cher pour la plus chère puisqu'elle est quasiment à 2000 €, donc on est presque plus cher qu'un téléphone. Et la mauvaise nouvelle selon le PDG de Nvidia, c'est que ces tarifs, en fait, ça va devenir tout simplement la norme. Et il indique malheureusement que la baisse des prix qu'on voyait jusqu'à présent, c'est tout simplement de l'histoire ancienne. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on avait ce qu'on appelle la loi de Moore, qui consiste en gros à dire que tous les 2 ans, on double le nombre de transistors. Donc ça, a priori, ça peut continuer. Mais ça se fait aussi avec une baisse des prix. Et selon lui, cette loi de Moore ne peut plus s'appliquer, non pas sur la partie transistor, mais tout simplement sur le fait que les prix baissent, parce qu'à l'heure actuelle, fabriquer des puces, ça coûte toujours plus cher. Donc c'est la mauvaise nouvelle. A priori, ça s'applique aux cartes graphiques, mais bon, je pense que vous l'avez deviné, ça s'applique à tout en général. Donc d'une manière générale, il va falloir maintenant un peu épargner, mettre de l'argent de côté si on veut s'acheter des composants électroniques. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais au mois d'août, Felix Krauss, c'est-à-dire le fondateur de Fastlane, qui est relativement connu pour nous développeurs, avait découvert que dans les applications Facebook, mais aussi chez TikTok, lorsqu'on ouvrait des liens, ça ouvre un navigateur interne, et dans ce navigateur interne, il y a des tracking qui est mis en place. Alors il y a tout de même une petite distinction entre les applications Facebook et celles de TikTok, parce que sur Facebook, on peut éventuellement ouvrir un navigateur externe et donc ne pas être traqué, alors que dans TikTok, on n'a pas le choix. La manière dont c'est fait dans les applications est relativement simple, c'est tout simplement une WebView qui va charger l'URL, mais dans cette URL, ils viennent injecter du JavaScript pour traquer par exemple, dans le cas de Facebook, ce que vous écrivez, les mots de passe, toutes ces choses-là. Et finalement, mis à part faire une polémique, jusqu'à présent, ça n'avait pas fait grand-chose parce que ni Apple avait bougé, ni Facebook, ni TikTok. Mais il y a finalement une suite parce que certains utilisateurs viennent de déposer plainte et ça se passe en Californie et plus précisément dans le district nord, donc c'est en gros à San Francisco. Et la plainte porte à la fois sur le non-respect des conditions d'utilisation de chez Apple, mais aussi des lois qui sont en Californie. Donc là-dessus, maintenant on va voir parce que ça peut prendre quelques mois, quelques années avant qu'on ait vraiment le verdict là-dessus. Toutefois, Meta a répondu et voilà ce qu'ils répondent, à savoir que pour eux, ces allégations sont totalement infondées et qu'ils vont forcément se défendre dans ce sens. Et pour eux, le navigateur interne a été pensé en respectant la vie privée. Donc comme on dit, maintenant, suite au prochain épisode, mais à mon avis, le prochain épisode va prendre quelques mois, années, le temps qu'il y ait des appels dans tous les sens. Mais bref, c'est en tout cas une bonne nouvelle parce qu'au moins la situation va bouger. Pour ce dernier sujet, c'est en revanche plutôt une bonne nouvelle. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait eu l'énorme faille autour de Log4j qui, pour rappel, est un projet open source, et aux États-Unis, les sénateurs avaient à ce moment-là lancé une audience pour essayer justement de savoir comment ne plus reproduire ce problème-là. Et à ce sujet, 2 sénateurs viennent de proposer une loi, et je vais vous l'expliquer. L'idée de cette loi, c'est qu'elle va utiliser ce qui s'appelle la CISA, donc c'est une agence qui s'appelle la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, donc en gros c'est eux qui sont en charge de la cybersécurité d'une manière générale, et ils vont devoir identifier tous les projets open source qui sont critiques et utiliser
soit par le gouvernement, soit par des sociétés externes, mais donc ça peut être aussi par exemple les hôpitaux, ce genre de choses-là. Et une fois que tout cela sera documenté et listé, eh bien la CISA devra employer des professionnels, donc des développeurs, pour justement veiller à ce que tous ces projets-là n'aient plus de failles de sécurité et viennent donc corriger les problèmes au fur et à mesure. Au final, le problème de Log4j, qui était de se dire on se base sur du travail de bénévoles, eh bien derrière cette proposition de loi, ça va permettre de dire on veut maintenant des professionnels qui regardent les projets open source à risque, et c'est eux qui vont en maintenir, en tout cas sur la partie sécurité. Donc pour l'heure, ce projet a l'air extrêmement intéressant, mais comme je l'ai dit, c'est un projet de loi, donc maintenant il va falloir le voter, mais voilà, sur le papier c'est intéressant. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Et ce qui serait d'ailleurs très bien, c'est que ce ne soit pas que les États-Unis qui fassent ça, mais aussi l'Europe, l'Asie, etc., etc. Bon, bref, à voir, en tout cas, c'est un premier pas qui va dans le bon sens. Le sondage de samedi s'interrogeait sur certains mainteneurs de dépendance qui utilisent leur README pour diffuser des informations, et en prenant le cas de FLChart qui dénonçait les situations en Iran, vous avez majoritairement indiqué que ce n'était pas du tout le lieu pour diffuser de telles informations avec 41%. Pour ce qui est des commentaires, cette division s'est au final faite ressentir, mais on note tout de même le message de Marc qui s'interroge sur l'après, à savoir qu'adviendrait-il si le développeur ne pouvait plus maintenir son package, et là aussi c'est un vaste sujet. Et voilà, on va clore le Dev Café de ce lundi, mais rassurez-vous, dès demain à 7h, je serai à nouveau au rendez-vous. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous a plu, et je vous donne rendez-vous comme tous les jours ce midi pour un tuto. Par contre, petit changement cette semaine, je ne pourrai pas être en live en même temps si vous avez des questions, donc cette fois-ci ce sera simplement une vidéo qui sera planifiée à 12h30. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.